Bonjour, je me présente Jasmine Marcoux, vice-présidente Accès à la profession à l'Ordre des CPA du Québec. Je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui, d'autant plus que l'engagement de l'Ordre des CPA du Québec envers la relève en finance occupe un rôle central dans notre mission de protéger le public en encadrant nos quelques 42 000 CPA. Aujourd'hui, nous célébrons les lauréates du prix Relève 2025. Elles ont parcouru un cheminement académique remarquable, démontrant une détermination et un talent extraordinaire. Ces jeunes leaders inspirantes sont une véritable source de motivation pour toutes celles qui cherchent à se dépasser et à contribuer à la parité dans notre société. Leur succès est vraiment un témoignage de l'importance de soutenir et de promouvoir la diversité et l'inclusion dans les milieux de la finance et de la comptabilité. Ce partenariat entre l'Ordre des CPA du Québec et l'AFFQ est donc une collaboration toute naturelle pour valoriser le talent de la relève féminine et nous en sommes extrêmement fiers. Chez Finance Montréal, nous appuyons la relève, toute la relève et notamment la relève des femmes. Notre mission, c'est le développement de l'industrie et son rayonnement. Et c'est pourquoi nous avons besoin de toutes les femmes auprès de nous pour faire croître notre industrie. Notre vision de la finance, c'est une finance durable et inclusive. C'est pour la raison pour laquelle les femmes ont leur place en finance tout autant que les hommes. Alors, une fois encore, nous sommes heureux de collaborer avec l'Association des femmes en finance du Québec, et notamment dans le cadre de son gala annuel, et également de travailler avec nos amis de l'Ordre des CPA du Québec. Aujourd'hui, dans notre balado, nous aurons la chance de rencontrer Clémence Pourcelot, lauréate du prix Relève Desjardins 2025 de HEC Montréal. Héloïse Belair, lauréate du prix Relève RBC 2025 de l'Université Laval. Et Eugénie Bissonnette, lauréate du prix Relève Desjardins 2025 de l'Université Laval. Malheureusement, Diane Pasteur, lauréate du prix Relève CDPQ 2025 de HEC Montréal, est absente dans le balado. Qu'est-ce qui est sur ta to-do list depuis trop longtemps? Bonne question. Ça, c'est une question top. Je dirais faire beaucoup plus de voyages. Ce serait de peut-être prendre un 3 mois, 6 mois à un moment donné dans le début de ma carrière ou peut-être avant vraiment de me lancer pour aller profiter et puis découvrir par exemple l'Amérique latine puisque c'est vraiment une région qui me plaît. Et puis pour tout ce qui est professionnel, peut-être de prendre le temps aussi de travailler plus mon LinkedIn, de continuer de développer davantage mon réseau, je dirais, de façon plus encadrée, de le relancer plus régulièrement, de faire plus de coffee chat. J'en ai déjà fait quelques-uns, mais je pense que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup aussi. Qu'est-ce que tu as aimé en Argentine? Je dirais que c'est le changement de culture et puis c'est un pays où l'économie n'est pas au beau fixe. En tout cas, quand j'y étais, l'inflation était à 300%, quelque chose comme ça. Mais les gens ont toujours le sourire. Malgré ça, il y a un taux de pauvreté qui avoisine les 50%. Mais ils sont toujours heureux, ils sont super accueillants. Dès qu'ils voyaient qu'on faisait déjà l'effort de parler en espagnol, ils enchaînaient, ils voulaient savoir d'où on venait. En plus, c'était juste après la Coupe du Monde de foot. C'est ça que j'allais dire, ils sont très heureux d'accueillir des Français, ils les ont battus. C'est ça, c'était le mois d'après quasiment. Je suis partie, donc ils étaient très heureux de me rappeler à quel point ils avaient gagné et on avait perdu. Et Clémence, Héloïse, sur votre bucket list, avez-vous des éléments communs avec... Bien, c'est sûr que développer son réseau, je pense que c'est jamais... Tu peux jamais trop avoir un bon réseau et un réseau assez établi. Là, donc, c'est sûr, ça recoupe un petit peu voyager, évidemment. Tu sais, c'est vraiment un plaisir. Je pense que tout le monde de notre génération aime, justement, voyager à l'international. Là. C'est sûr que j'aimerais ça aller en Asie éventuellement. Là. C'est des voyages qui prennent plus de temps, beaucoup comme 3 semaines. Donc, souvent, il faut quand même que tu aies une certaine fenêtre d'opportunité qui se présente aussi. Mais non, c'est ça, j'aimerais ça aller en Thaïlande éventuellement, justement. Découvrir une nouvelle culture qui est très différente de la culture occidentale, là, parce que souvent, on a tendance à voyager à des choses qui se ressemblent quand même à nous, le veux pas, tu sais, aller en Europe, tu sais, aller après ça aux États-Unis, en ce moment, c'est moins populaire. Mais on veut c'est moins y ça. aller, mais c'est maintenant. Exact, mais c'est ça, tu sais, on a tendance à rester un petit peu dans la culture occidentale, là, fait que c'est plus me déraciner, puis me retrouver là-dedans. Là. J'ai entendu récemment que voyager, c'est comme pour aller voir s'il y a une partie de toi qui est quelque part d'autre. Oh. Donc ça, je trouvais ça vraiment, ça a beaucoup résonné avec moi. Donc c'est sûr de continuer à voyager, Puis je vous souhaite de prendre le temps de le faire par vous-même seul, parce que voyager avec des amis, c'est une chose, mais quand on le fait seul, c'est pas évident les premières journées. Je l'ai fait quelques fois, puis on dirait qu'il y a un tourbillon dans notre tête, mais après quelques jours, le tourbillon se calme, puis vraiment, ça vaut la peine de vivre l'expérience de faire ça de temps en temps. Et sans trop planifier. Oui, non, exactement.
Pas de voyage organisé. Non, c'est moins mon genre. Ben, j'ai eu la chance de voyager seule quand même, là, notamment dans les Caraïbes. Là, donc, c'est sûr que moi, j'apprécie quand même la solitude en vacances là, pour avoir un certain moment pour faire le point sur tes autres choses. C'est souvent, tu rattrapes comme 6 mois de pensée pour être sûr de faire le clair dans ta tête et regarder les 6 mois qui s'en viennent. C'est quoi que tu veux, c'est quoi que tu veux moins. Donc, c'est souvent un moment pour faire le point. Là, justement, moi, j'organise ça quand je suis arrivée sur place. Donc, c'est ça. C'est vraiment une technique quand même différente. J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu dans la planification excessive de nos jours. Là. Chaque jour, il faut comme tu sois absolument à certains endroits. Moi, c'est une fois que tu as un logement puis ton billet d'avion est acheté, après ça, je pense que c'est bon de se garder une belle flexibilité pour profiter au maximum. Oui, tout à fait. Moi, je l'avais vu un peu plus d'un côté. Bien, la chose qui m'a venu en tête, c'est un peu, pas vraiment le truc de planification qu'ils ont dit, mais en plus, j'ai eu la chance en Europe d'aller voir du sport féminin. Le soccer qui se développe beaucoup. Puis en ce moment, on a j'ai dit ça juste parce qu'on est un peu dans un cadre de prix féminin. Puis l'équipe de soccer qui vient à Montréal, puis l'équipe de hockey, j'ai pas encore eu la chance d'aller supporter ça parce que c'est encore à Montréal. J'espère que ça va s'étendre. Mais ça, c'est vraiment une chose que j'aimerais explorer ici. Là. C'est un peu plus superficiel, mais c'est la première chose qui m'est venue à la tête. Fait que je me suis dit que sur ta bucket list. Oui, c'est ça. Excellent. Tout à fait. Une autre question? Oui, justement. Quelle personne t'amène constamment à te dépasser? Je pense qu'il y a un prix, c'est vraiment mes parents. J'ai vraiment, je sais pas si ça a l'air un petit peu quétaine, mais vraiment, j'ai grandi dans un milieu qui est sans pression, qui était vraiment très, très, très soutenant. Puis je pense que justement, cette liberté-là m'a comme poussée à vouloir comme me dépasser, vu qu'étant donné que j'étais comme pas forcée vers une direction ou vers certaines, pas idéologies, mais certaines valeurs ou chemins prédéfinis. J'ai l'impression que juste cette liberté-là m'a vraiment poussée à aller plus loin dans ce que je voulais faire, parce que j'avais comme l'impression que c'était comme un privilège d'avoir cette liberté-là, fait que je voulais comme aller plus loin dans ce sens-là. As-tu toujours su que tu voulais aller en finance ou est-ce que tu te rappelles du moment où tu as pris cette décision de vouloir aller en finance? Je me souviens du moment que j'ai voulu intégrer le bac, parce que le bac que je suis en ce moment, c'est le bac en finance quantitative, qui est vraiment tout nouveau. Je suis comme dans la première cohorte quasiment, là, je suis rentrée à l'hiver. Mais moi, ce que je voulais en mathématiques, mais je me voyais comme pas être professeur, je me voyais pas aller plus loin comme à la maîtrise, puis ultimement dans la recherche mathématique. Fait que finance quantitative, ça a comme été vraiment un beau chemin entre les mathématiques que j'avais vraiment apprécié au cégep et le milieu du travail, le milieu pratique. Fait que c'est... Et comment tu as découvert ce bac-là? C'est un nouveau bac à l'Université Laval, puis il avait quand même un petit peu présenté au cégep. Puis je pense que j'avais eu une présentation où, si je me souviens bien, ou sur les réseaux sociaux. Je pense que j'avais aussi un ami qui était rentré à l'automne, fait que là, j'avais vu ça. Puis... Et pourquoi pas l'actuariat aussi? C'est souvent l'actuariat, quand tu as les mathématiques, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que j'ai vécu la même chose. J'ai fait mes demandes à l'université en enseignement des mathématiques, en actuariat, puis HEC. Parce que je voulais avoir des chiffres. C'est tout ce qui était important dans mon choix. Donc, on se ressemble un peu là-dessus. Mais pourquoi? Je pense que je n'ai pas vraiment de réponse à ça. J'ai juste... j'ai aussi... il présentait beaucoup le bac en tant qu'initiation à la programmation. Et fait que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais touché. J'avais pas vraiment été en contact avec ça, même dans ma famille ou autour. Fait que ça m'a comme attirée. Je savais que c'était comme quelque chose qui était à devenir, qui était comme recherché un peu. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Puis fait que mon premier contact, ça a vraiment été mon cours en introduction à Python, que j'ai vraiment aimé. Là. Sérieusement, je pense que sans ce cours-là, j'aurais peut-être pas aussi apprécié, mais j'ai trouvé que ce cours-là était génial. Puis j'ai vraiment apprécié. Et les jeunes, là, quand ils sont au cégep, qu'est-ce qu'ils disent sur la finance en général? Comment ils voient ça par rapport à Google, tout ça, qui sont c'est des trucs à la mode, là? Quel mot ils utilisent pour la finance? Là? Je pense que ça va toujours demeurer un milieu populaire, simplement parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs facettes à la finance. Il y a comme une infinité de métiers. Là. Je veux dire, il y a la finance de marché, la finance corporative, il y a les services financiers aussi, c'est quand même une catégorie d'emploi à part entière. Puis après ça, il y a tous les volets de courtage. Donc, c'est sûr qu'il y a comme une infinité de possibilités. Là. Donc, il y en a certains qui sont quand même attirés. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en finance. Puis je pense aussi que veux pas ce que ta famille fait, veut pas, souvent va un petit peu déterminer ce que tu fais. Puis étant donné que c'est une catégorie de métier qui est quand même répandue, là, d'après moi,
C'est quand tu arrives dans un cégep, parce que nous, on fait beaucoup de visites de cégep, justement, pour expliquer les services financiers. Ouais. Il n'y a personne qui ne savait pas c'était quoi, mettons. Un planificateur financier, c'est sûr qu'il faut un petit peu expliquer, mais ils comprennent tout de même l'enjeu, puis ils comprennent tout de suite, mettons, la pertinence. Fait que, je pense que c'est une génération en ce moment qui est au cégep qui est quand même très connaissante de ce domaine-là. Puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec eux sur l'avenir de la profession. Moi, je pense que j'ai une vision un peu différente parce que je viens de France. Donc, on n'a pas forcément... Déjà, on n'a pas le cégep. Nous, c'est le lycée, directement l'université. J'ai l'impression qu'il y a une grosse méconnaissance de la finance et des métiers de la finance en France en général. Et ça va être cette image-là, en général, du trader, qui est à Wall Street, qui veut faire de l'argent, etc., dans les excès, voire. Je suis surpris de ta réponse. Parce que nous, Oui. notre réalisation, c'est que les jeunes ne connaissent absolument pas les métiers de la finance de façon générale, le sondage à l'appui. Et on s'apprête à faire une campagne d'image, un peu comme la campagne des CPA, Tout à fait. qui va commencer à l'automne. Et justement, c'est pour expliquer tous les métiers. C'est faire un portrait de la finance qui n'est pas celui que les gens pensent. Les gens pensent que pour réussir en finance, il faut absolument savoir compter, il faut être très bon en maths, mais absolument pas. Je veux dire, oui pour certains métiers, mais non pour d'autres. Et j'étais totalement surpris, Héloïse, que tu me dises oh non, ils connaissent ça, il n'y a pas de problème. Bien, c'est sûr que Parce nous, que on côtoie un bassin de la technique, Ouais, c'est ça, mais, la technique commerciale, la technique en Ouais. service financier. Là, donc, c'est D'accord, sûr que j'ai un OK, c'est ça échantillon, que tu voulais d'après moi, dire, qui est un c'est ça. petit peu biaisé. C'est déjà des convaincus Mais- dans ton cas. Oui, Et en- exact, c'est déjà des Ouais. vendus. Et Donc, en fait, je pense aussi, ce que j'ai toujours expliqué aux jeunes, c'est que dès qu'on pense à ces métiers, on pense aux métiers de la finance, de la comptabilité, on associe avec des mathématiques Oui. très compliquées. Oui. Et là, je leur ramène toujours à la base. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent? On peut en additionner C'est et ça. en soustraire. C'est ça. Voilà, vous avez appris ça aux premières années primaires, donc on devrait se Exactement. débrouiller. Puis est-ce qu'il y a une autre personne qui t'a influencé positivement, justement? Je pense que oui, il y a une personne qui m'a influencée. Je dirais que c'est mon grand-père. Notamment quand j'ai su que j'étais prise au HEC Montréal. Ma grand-mère m'a dit écoute, Clémence, je sais pas si tu sais, mais ton grand-père aurait voulu aller vivre au Canada. Et du coup, ça a été comme ok, et c'est lui qui adorait la finance, il investissait énormément, etc. Alors que en France, c'est ça, il y a peu de personnes qui vraiment investissent, surtout lui qui est d'une génération qui n'est pas du tout... nous, oui, il y en a beaucoup qui font de la crypto, des choses comme ça, mais lui, à son époque, ça se faisait relativement peu, et je le revois encore sur ses Excel, etc. Donc, je pense que, évidemment, c'est quelqu'un qui m'a influencée et qui m'a poussée. Il y a aussi des figures, je dirais, qui m'ont inspirée, notamment, là, on est réunis pour parler des femmes. Ce serait certaines figures féministes comme Simone Veil, qui est la ministre qui a légalisé l'avortement en France, qui a eu un parcours assez extraordinaire, parce qu'elle est rescapée des camps d'Auschwitz. Donc c'est des figures aussi qui, je me dis, ok, elles se sont battues pour représenter les femmes. Elle a été ministre à un moment donné où il y avait, je crois, six femmes qui étaient élues à l'Assemblée sur presque 260, je crois. Donc c'est aussi continuer ce combat-là dans un sens. Et puis en tout cas, continuer à montrer qu'on veut avancer, qu'on veut essayer de briser ce plafond de verre qui existe toujours. Et puis aussi féminiser les métiers, je dirais, de la finance. Au Québec, si tu regardes attentivement, là, je pense à nos membres chez Finance Montréal, tu regardes les PDG femmes, il y en a quand même De plus en plus, je pense. pas mal maintenant, que ce soit Fonds d'action, de Solidarité, la BDC, la Banque Royale au Québec. Il y a beaucoup de femmes qui sont rendues à des niveaux Bichat chez IQ, Investissement Québec, donc il y a beaucoup de femmes. Là. Ça commence à compter. Oui, c'est ça. ça fait du bien, par contre. Ben oui. Ça fait du bien de les voir, puis c'est ça. Justement, j'allais ajouter là-dessus que, veux pas, moi, je travaille pour la BDC, puis notre PDG, c'est une femme, ma VP de ma région, c'est une femme, ma gestionnaire, c'est une femme. Fait que, le portrait change avec les Absolument. années, puis Oui. je pense que c'est important de le reconnaître. C'est peut-être le niveau culturel que ça a moins suivi, mais le portrait change, puis pour le mieux, d'après moi. Une autre C'est mon question? tour de la Ben oui. lecture. Quelle cause te tient le plus à cœur et ferait que tu pourrais t'impliquer comme bénévole? Mon Dieu, c'est une bonne question. Moi, personnellement, c'est sûr, les femmes en finance, je pense que c'est toujours une belle cause, mais du côté plus personnel, moi, j'ai toujours été passionnée de chevaux. Donc, moi, j'ai un poney depuis maintenant 2 ans, puis ça faisait 5 ans que je l'entraînais. Je fais de l'équitation depuis que j'ai 8 ans. C'est sûr que le bien-être animal, pour moi, c'est important. Là. Donc, probablement, je m'impliquerais au Plaid Galade, qui est une association qui est comme la SPCA des chevaux, mais à la grandeur de la province. Puis ces chevaux, là, justement, sont rescapés de où? Mais souvent, avoir un cheval, ça coûte un certain montant par année. La pension, l'alimentation, les frais vétérinaires, le maréchal, le dentiste. En tout cas, c'est... Donc, il y a des mauvaises surprises, sinon qu'il y en a qui les Exact. abandonnent Puis parfois. souvent, il y a des... Oui, puis un cheval, ça a une durée de vie entre 25 et 30 ans environ. Donc, quand on fait l'acquisition, quand ton cheval a 4 ans, ça se peut que 20 ans plus tard, tu sois rendu quelque part d'autre dans ta vie. Puis c'est ça. Adopter pour la vie, ça, c'est pas une vision pour tous aussi, là. Non. Puis... non, c'est ça. Donc, souvent aussi, les gens ont des problèmes financiers de ce côté-là. Donc, c'est souvent la première chose qui saute. Avez-vous une cause qui vous tient à cœur?
Je pense ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai été impliquée dans le mouvement scout pendant à peu près 10 ans, 12 ans, comme jeune. Oui. Puis j'ai pas encore eu la chance de m'impliquer en tant qu'animateur. Puis c'est vraiment des mouvements qui sont uniquement de bénévoles. Il y a aucun paiement là-dedans, il n'y a aucun profit. C'est vraiment juste des jeunes qui appuient d'autres jeunes. Fait que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est vraiment ces mouvements communautaires-là. Puis ça amène des belles valeurs, puis ça amène une bonne Oui, éducation. vraiment. C'est vraiment apprécié. J'ai l'impression que j'ai vraiment grandi là-dedans. Fait que peut-être... Éventuellement. Oui. Tout à fait. Je pense que ce serait principalement la cause des femmes, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours poussée, puis surtout tout ce qui est violence conjugale, etc. Donc ce serait certainement de militer par rapport à ça, de continuer là-dessus, ou sinon, si je pense à autre chose, je pense que ce serait la pauvreté aussi, parce que c'est ça, le fait aussi d'avoir été en Argentine m'a permis de voir ce que c'est la pauvreté, et puis je pense qu'on a la chance de vivre dans des belles conditions. Il faut aussi rendre l'appareil et aider ceux qui ont le moins. Donc, ça serait peut-être de faire des maraudes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça serait ça pour moi. Super. Une autre tournée de questions? Quelle chose a été la plus difficile à apprendre pour toi? D'un point de vue personnel, peut-être d'apprendre des fois à lâcher prise. Justement, on parlait d'arrêter de planifier tout. Puis des fois, je suis un peu control freak. Je pense que des fois, on a énormément de pression liée avec les cours. Et puis, on a aussi d'autres engagements à côté, certainement mon travail, etc. Donc, des fois, savoir, OK, je ne peux pas tout contrôler. Puis, c'est OK avec ça. En cours, je ne sais pas quel cours... je pense que ça a été des cours comme... RH ou des choses comme ça, c'est des choses qui me rejoignaient moins. Donc, dans ça a été difficile parce que je pense que c'est ça. Genre, j'avais plus de mal, j'avais moins d'appétence pour la matière. Moi, je pense que j'aurais une réponse très similaire. Je pense que c'est un peu la personnalité type dans notre milieu, je pense, de savoir qu'on ne peut pas tout contrôler, puis que c'est correct de lâcher prise, si on peut dire, de pas trop focaliser, d'avoir de l'anxiété continue par rapport à des choses qu'on ne contrôle pas. Puis... C'est l'apprentissage d'une vie, ça, en fait. Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre C'est sur difficile ça. à comprendre, mais je pense que je suis encore en train de l'apprendre. Oui, puis on apprend tout le temps, je veux dire, Oui, c'est sûr et ça. certain. Mais sinon, moi, personnellement, du côté scolaire, c'est sûr que je ne suis pas une grande programmeuse. Là, donc, programmer en Excel VBA n'a jamais été Mais une elle passion. connaît Python, donc... Non, c'est ça. Je pense C'est qu'on qu'on va a appris donner le une Power grande BI. shot. Mais c'est ça. C'est ça. À l'Université Laval, il faut quand même qu'on apprenne plusieurs langages. Moi, nous, c'est en R puis en VBA. Deux langages que je n'affectionne pas particulièrement, mais ça m'amène à me dépasser au quotidien. C'est ça de concentrer sur ce que tu contrôles. Puis, souvent en finance, c'est un peu plus noir et blanc, mais c'est sûr que la fameuse zone grise, je pense que c'est toujours ça que, personnellement, qui est un défi pour moi. Là. Donc, c'est sûr d'être capable de naviguer dans la zone grise tout en restant positif. Donc, c'est ça que moi, personnellement, c'est plus mes défis. Quelle est la chose la plus courageuse que tu as faite dans toute ta vie? À part venir ici aujourd'hui. Oui. Je pense que je reviendrai un peu sur l'expérience à l'étranger que j'ai eue. Je pense que la première journée, arrivée aux Pays-Bas, avec toutes les affiches en néerlandais, les messages dans les trains en néerlandais, ça, je pense que c'était vraiment... J'arrivais pour 4 mois. J'arrivais pour 4 mois tout seul, vers une ville inconnue, que je sais le nom, mais je ne sais pas ça ressemble à quoi, où est-ce que j'arrive. Fait que je pense que quand j'ai fini ça, je me suis trouvée pas mal bonne d'avoir pas survécu, là, parce que gros mot, mais je pense que je pense que c'était toute une expérience de juste se lancer dans l'inconnu. Puis... Est-ce que tu referais encore ce choix-là, de oui, retourner là-bas? Évidemment, oui. Ouais. Je retournerais demain si je pouvais. Là. Ouais. Ça a vraiment été une super expérience. J'ai rencontré des gens formidables. Puis c'était vraiment ma première expérience dans comme un milieu étudiant, on peut dire. C'était des dortoirs, c'est pas des dortoirs, des résidences étudiantes, avec des étudiants de partout à travers le monde qui faisaient eux aussi un échange. Fait que c'était vraiment un milieu particulier parce que c'est comme tout le monde, c'est leur première fois, pas la première fois à l'extérieur de chez eux peut-être, mais la première fois dans un tel milieu. Fait que c'est comme partager une expérience similaire avec d'autres gens. Puis tu te rends compte un peu que les gens partout sur la planète sont un peu... on est tous similaires. Tout le monde a les mêmes défis, tout le monde a les mêmes inquiétudes. Héloïse, toi, la chose la plus courageuse? Donc, c'est ça que moi, entre le cégep et l'université, moi, j'avais étudié en santé toute ma vie. Donc, j'avais étudié en sciences de la nature au cégep. Ça a toujours été l'objectif. J'étais dans une école privée au secondaire aussi. Rentrer en médecine. C'est comme te driller pour rentrer en médecine, exactement. Puis, je veux dire,
veux pas, ça a comme tout le temps été comme la track que je voulais faire. Puis après ça, tu sais, j'ai pas été acceptée. Fait que ça m'a comme bien remis en question sur mes objectifs de vie. Puis tu sais, ça m'a fait réaliser aussi que moi, qu'est-ce que je voulais dans être médecin, c'est d'ouvrir mes propres cliniques. Puis qu'est-ce que je voulais être pharmacienne, c'est d'ouvrir mes propres pharmacies. D'accord. Fait que le côté business, c'est ça qui ben m'intéressait ultimement. Fait que, tu sais, ça m'a poussé à apprendre à me connaître plus rapidement que certaines personnes au courant de leur vie. Là, comme à 18 ans, te remettre en question continuellement sur qui tu es. Donc, c'est ça, en rentrant en finance, je pense que, tu sais, ça a fait beaucoup de sens. Je me suis retrouvée quand même dans un programme qui me ressemblait. Puis, tu sais, veux pas, mes 2 parents sont dans le milieu des affaires. Fait que, tu sais, ça a comme juste fait beaucoup de sens. Je me suis juste comme retrouvée. Donc, tu sais, ça a quand même été courageux. Il y en a beaucoup qui allaient comme par la suite en sciences biomédicales, puis allaient continuer. Tu sais, c'est sûr que c'est une avenue que j'ai considérée, mais après ça, je me suis juste remis en question. Je me suis retournée dans moi, qui j'étais vraiment. Ouais. Donc, je pense que c'est ça la chose la plus courageuse. Je te comprends. C'est un choix difficile. Effectivement. Moi, si je vais parler, c'est pas forcément quelque chose de courageuse, mais une décision courageuse, mais c'était plus que c'est un choix qui, au final, a un peu dirigé ma vie après. C'est que quand j'avais 13 ans et demi, 14 ans, j'ai commandé une brochure de séjour linguistique. Ouais. Puis mes parents ont reçu ça, puis mon père a dit à ma mère, mais tu veux te remettre à l'anglais? Ma mère fait non, et toi? Et je non, et ils ont compris que c'était pour moi. Et j'ai dit, oui, j'ai vu un reportage à la télé, puis j'aimerais ça partir seule aux États-Unis pour perfectionner mon anglais, bon, apprendre plutôt à ce moment-là. Puis au final, bon, on a discuté, etc. Ils m'ont dit, bon, OK, on va voir ce qu'on peut faire. Puis à 14 ans, je suis partie toute seule pendant 3 semaines à Miami. Puis au final, je pense que c'est ce qui m'a conduit aussi à décider de venir faire mes études. C'est un élément qui a été marquant pour le reste. Quel a été le moment le plus difficile pour toi dans la dernière année? Donc, personnellement, dans la dernière année, c'est sûr que je suis rentrée à la maîtrise en finance au MBA. Puis, il y a quand même un gap, hein, mine de rien. La maîtrise est quand même beaucoup plus difficile que le bac en finance. Donc, personnellement, ça m'a poussée à d'autres limites. C'est sûr d'apprendre plus, de vraiment plus pousser la machine, comme je dis, c'est d'essayer d'aller à un autre niveau. Puis 3 premiers cours de la maîtrise sont comme réputés comme étant les plus difficiles. Donc, une fois que tu as comme passé ce côté-là, ça va comme mieux. Après avoir passé un séjour à l'étranger, le retour ici, ça, c'est comme se réintégrer, reprendre la routine, un peu moins d'émerveillement, un peu plus routinier. Fait que c'est comme un peu reprendre le dessus des choses dans ce sens-là, qu'il y a toujours un petit blues de retour, mais fait que peut-être plus dans ce sens-là. Toi, Clémence? Je pense que ce serait comme Héloïse, c'est comme la maîtrise, là, c'est un autre, c'est quelque chose de différent là. Puis je pense que ça, c'est comme comprendre aussi qu'est-ce qui est attendu de nous, parce que les professeurs sont différents, ont des attentes qui sont différentes. Puis en même temps, je travaillais à côté, puis c'était la première fois que je travaillais en même temps que mes études. Donc c'est sûr qu'il fallait trouver aussi un équilibre de le travail, les études, et puis aussi un peu moi dans tout ça, et pas complètement m'oublier là-dedans. Je pense que je chemine toujours là-dedans, je tout gérer, puis trouver un équilibre qui me satisfait, en tout cas dans lequel je me sente bien. Merci pour votre participation, et puis bon succès pour la suite. Merci pour le partage de vos réponses. C'est vraiment très enrichissant de vous entendre, et vous êtes une relève très inspirante, on peut le dire, en effet. Merci à vous. Merci à vous. Très apprécié. Merci.